m'a donné que cette information. C'est une bonne raison. Mais elle va, Comme les sous-loyers. elle va le faire, Jacqueline. J'ai pas eu les autres. Déménage ma Non, attends. Je vais chercher ici. Jacqueline, c'est à vous. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue pour ce nouveau bar de l'économie qui reçoit chaque matin les acteurs économiques ou politiques qui font bouger notre belle région. Jacqueline Voras sur Radio IDFM. Nous sommes mardi 3 mars et ensemble jusqu'à 10h30. Merci à nos auditeurs pour votre fidélité. Comme toujours, vous pouvez nous suivre en direct sur IDFM 98, en vidéo live sur Facebook, page Bar de l'économie, ou en web radio sur idfm98.fr. Alors, aujourd'hui, élections municipales, golf, formation, protection incendie et communication sont les thèmes que nous allons découvrir ce matin avec, dans le studio, Michel Thomas. Bonjour Michel. Bonjour à toutes. Michel, vous êtes candidat aux élections municipales sans étiquette, les élections municipales 2020 sans étiquette pour la ville de Roissy en France, qui ont lieu le 15 mars pour le premier tour. Vous êtes donc soutenu par André Toulouse, le maire sortant, et par Patrick Renaud, le président de la communauté d'agglomération Roissy Pays de France. C'est exact. Vous nous exposerez ce qui a motivé votre candidature et les grands axes de votre campagne. Bien sûr. À vos côtés, Christophe Muniesa. Bonjour Christophe. Bonjour. Christophe, vous êtes directeur exécutif et DTN, c'est-à-dire directeur technique national de la Fédération française de golf, qui existe, une fédération qui existe depuis 1912. Avec vous, Christophe, nous verrons quel est le poids économique de cette filière golf, mais aussi tous les bienfaits de cette discipline qui séduit un public de plus en plus large. Effectivement. À vos côtés, enfin un peu plus loin, mais Paul Nathan. Bonjour Paul. Bonjour. Paul, vous êtes dirigeant de IFCP, un institut de formation en alternance et formation continue. Vous êtes également bénévole dans une association Val-Fleury s'occupant d'enfants handicapés. Vous êtes membre du réseau Entreprendre 95, du GEVO, et également juge au tribunal de commerce. Ouf, de Pontoise, pardon. Mais aujourd'hui, c'est en tant que dirigeant de IFCP que vous interviendrez dans ce bar de l'économie. Avec plaisir. Et à vos côtés, Frédéric Enfray. Bonjour Frédéric. Bonjour. Frédéric, vous êtes président du groupe AGP, Assistance Générale de Protection, qui réunit plusieurs entités dans le domaine de la sécurité incendie et le désenfumage naturel. Et vous, Frédéric, vous nous raconterez comment vous avez su impulser un véritable tournant stratégique à l'activité du groupe. Et enfin, mon cinquième invité, Stéphane Calon. Bonjour Stéphane. Bonjour. Stéphane, vous êtes fondateur et dirigeant de Agoraline, mais également président bénévole du club des entreprises Valparisis Valparisis. Et Agoraline est une agence de création de sites web qui propose aussi à ses clients des outils de pérennisation pour augmenter leur clientèle, c'est ça? C'est exactement ça. Mais je n'en dis pas plus, vous nous dévoilerez votre stratégie tout à l'heure. Merci. Donc, bienvenue à tous les 5. Ce matin, il n'y aura pas de rubrique info parce que je préfère laisser plus de temps à mes invités, plus de temps de parole. Vers 9h45, notre expert en communication, Étienne Barrier de Unique Production, nous présentera sa chronique. Donc, sa chronique aujourd'hui, c'est l'utilisation d'un CRM pour les entreprises et notamment pour les services communication et marketing. Mais en attendant, on fait une pause musicale et on se retrouve juste après. Ouf, j'ai toujours un peu de mal au début. Je suis émue. En route, ouais. Ça devrait être nous pourtant. Bah oui, mais c'est moi. On Toujours. peut peut-être venir nous. Je prépare la chronique qu'on n'a pas passée hier ni l'autre jour. Et, Non, non. il y en a une qui traîne. Mais bah, j'ai pas le temps là. Mais Ah non, mais c'est- le 6 mars, j'aurai moins d'invités. Donc
là, c'est quoi? C'est juste une chanson, deux chansons, et ensuite ça Non, c'est une chanson seulement. Oui. Puis des fois, on coupe pour. Si je vois que c'est un peu trop long, on arrête avant. C'est vachement. Oui. Vous pouvez mettre le. Alors, ah oui, il faut que je vous dise. Oui, parce que en fait, si c'est trop fort, Facebook me coupe la vidéo à cause des problèmes de droit d'auteur. Ça fait combien de temps que tu fais la chronique, Étienne? Étienne, je l'ai rencontré au salon Effervescence l'année dernière, depuis. Ouais. Il est venu en tant qu'invité, puis ça m'intéressait. Vous le connaissez bien? Si jamais vous avez trop chaud, on peut ouvrir une fenêtre, hein, parce que c'est vrai qu'il fait un peu chaud. On a été consulté pour quelque chose avant, parce que je mets en avant l'activité web parce que ça fait 15 ans que j'en fais. On fait aussi tout ce qui est création graphique, on nous a demandé un permis, un signalétique ou quelque chose comme ça il y a 10 jours. Mais c'est 28 secondes. c'est ce site-là. Ah oui, Buzeni. D'accord. Donc c'est possible. Vous connaissez la téléscope? Je le connais, mais pas plus que ça. Mais je le connais, oui. On va travailler aussi pour eux dans leur France de leur site. Radio IDFM, le bar de l'économie. Ce matin, j'ai le plaisir d'accueillir Michel Thomas, candidat sans étiquette aux élections municipales 2020 pour la ville de Roissy. Christophe Muniesa, directeur exécutif et DTN de la Fédération française de golf. Paul Nathan, dirigeant de IFCP, un institut de formation en alternance et continue. Frédéric Anfray, président du groupe AGP spécialisé dans la sécurité incendie et le désenfumage naturel. Et Stéphane Callon, fondateur et dirigeant de Agoraline, une agence de communication dédiée à la création de sites web, mais également Stéphane Calfon est également président bénévole du club des entreprises Valparisis. Alors, Michel Thomas, je commence avec vous. Donc, vous avez droit à 15 minutes pour nous présenter votre programme. Donc, merci d'être parmi nous ce matin. C'est un grand plaisir. Donc, vous êtes candidat pour la ville de Roissy en France, et ce pour la première fois. Vous avez été maire adjoint lors des 3 précédents mandats. Vous étiez dans la vie professionnelle, vous travailliez pour la logistique, c'est ça? C'est ça. Alors, je veux dire, c'est pas les 3 derniers mandats, c'est de 1989 à 2008. Ah, très bien. Et Bon, après, alors, je sais les pas. différents mandats électifs sont devenus incompatibles avec mon mandat de président de Staci, D'accord. une société spécialisée dans la Dans logistique. la logistique, d'accord, très bien. Alors, expliquez-nous pourquoi aujourd'hui vous vous présentez à ces élections municipales et peut-être si vous voulez nous dire quelques mots justement sur votre parcours. Je suis déjà, en premier lieu, je suis roissien depuis pas mal d'années, ça fait Oui. plus de 36 ans. Je suis arrivé un peu par hasard, mon parcours professionnel m'a amené à habiter cette ville, ce joli village malgré tout. Oui, oui. J'ai participé très rapidement à de nombreuses activités de bénévolat au sein de clubs sportifs, au sein des parents d'élèves, et je me suis vite habitué à ce joli village. Donc, comme je l'ai précisé tout à l'heure, de 89 à 2008, j'ai rejoint l'équipe d'André-Toulouse, et j'ai donc eu pendant 3 ans des mandats d'adjoint dans lesquels j'ai rempli les fonctions au niveau de la responsabilité, de l'éducation, de la jeunesse, des sports, des ressources humaines. Je l'ai quitté pour raison professionnelle, et puis lui, il a continué son parcours. Oui, Sachez oui. qu'il est élu depuis 77. Oui, 42 ans, j'ai Ouais, fait ça va ça. faire 42 ans, donc ouais. c'est quelque chose. Et donc les successions de cette nature sont toujours un petit peu difficiles. Oui. Il y a eu quelques divergences au sein de son équipe dernièrement,
Et beaucoup de gens se voient toujours calife à la place du calife. C'est sûr. Hein, ça, je veux dire, c'est nouveau. Je ne crois pas que c'est qu'à Roissy que ça se C'est produit. propre à Roissy, oui. Oui, c'est pas propre à Roissy et tout. Et la succès. Alors, juste avant de dérouler votre programme, j'ai vu que vous vous présentiez comme un candidat sans étiquette. C'est-à-dire que vous ne vous réclamez d'aucun parti politique ou affirmant son indépendance par rapport au clivage politique, c'est ça? Oui, je veux dire, Roissy est un petit village quand même. Oui, Hein, et c'est oui. vrai qu'il est connu par l'aéroport. Oui, Mais il y a on juste en parlera tout 2800 à l'heure. habitants. Hein, donc c'est pas, je veux dire, des élections. Là, c'est des élections un petit peu de campagne, entre guillemets. Et c'est un peu la dualité entre ce village de Roissy et la présence de l'aéroport. Donc, je me présente et tous mes colistiers sont sans étiquette. Oui, mais alors, j'ai pu voir que vous êtes pourtant, au moment du dépôt des listes en préfecture, les candidats doivent nécessairement revendiquer une appartenance partisane. Donc, vous êtes plutôt nuant. Je n'ai même pas donné de nuance. C'est vrai? Hein, oui, exactement. C'est vrai qu'à la préfecture, on m'a demandé quelle était la nuance politique. Non, je crois que je suis un libéral quand même. Hein. Oui, J'ai été oui. chef d'entreprise, donc je suis vraiment dans l'esprit avant tout un libéral. D'accord. Alors justement, pour en terminer avec ces nuances politiques, j'ai vu que Christophe Castaner a annoncé vouloir supprimer ces attributions automatiques d'étiquettes pour les petites communes. Donc vous êtes directement concerné. Hein, sans être à un moment donné rattaché à la République En Marche, c'est vrai que c'est tout à fait l'esprit et je pense que les élections municipales doivent rester des élections locales. Oui, hein, et que les complètement. partis C'est le cas de toute politiques façon. doivent rester à l'extérieur des débats. Bien, alors donc, vous avez précisé en effet que Roissy en France reste un village, bien que rendu très célèbre en 1974, hein, lors de l'implantation de l'aéroport international. Est-ce que cette implantation, à l'époque, a été un frein ou un moteur pour le village de Roissy? Oh, c'était une révolution même, Oui, hein, je veux dire, j'imagine. pour tous les habitants. C'était une zone totalement agricole jusque-là, et l'arrivée de l'aéroport, ça a été vraiment une transformation. Il faut savoir qu'à l'époque, au niveau de l'État, la prévision était la suppression du village de Roissy. Carrément. Hein, la suppression, oui, dans les prévisions, ils voulaient supprimer, puisqu'ils pensaient que tous les retours de bruit, toutes les difficultés que pouvaient provoquer les nuisances de l'aéroport, c'était plus facile de les résoudre en supprimant le village plutôt qu'en lui permettant de se développer. Et s'il s'est développé, c'est parce qu'André Toulouse s'est battu pendant 3 ans pour obtenir des droits de construire. Oui, Le village, à la création de l'aéroport, n'avait plus du tout le droit de construire. Je crois que c'est sa plus belle réussite, ça, Oui, d'avoir j'ai relancé. vu qu'il entre a guillemets. rien lâché. Hein. Non, il s'est battu au tribunal administratif, puis au Conseil d'État, hein, pour Oui, obtenir satisfaction et permettre à un moment donné à ce village de revivre et de pouvoir accompagner l'évolution de l'aéroport Charles de Gaulle. Très bien. Alors donc, vous, quels sont les thèmes phares de votre campagne, Michel Thomas? Déjà, j'ai un héritage. Oui. Hein, j'ai un héritage qui est un héritage de 42 ans. Alors c'est vrai que mes opposants aujourd'hui reprochent parfois André Toulouse, je veux dire, ben, ça use le pouvoir, hein, on le sait, mais il faut voir qu'il a façonné à un moment donné cette ville, que c'est un magnifique village qui est envié de tous, qui bénéficie de retombées économiques de l'aéroport importantes, donc un peu jalousé quand même, hein, je veux dire, Carrément. même très grandement jalousé, mais je crois qu'il faut faire avec et il faut s'adapter. La difficulté, c'est que c'est à la fois un village d'un côté, donc cette dualité d'existence de village, et à côté l'existence de ce qui peut être bientôt le plus gros aéroport international du monde. Ouais. Donc vous voyez un petit peu la coexistence que ça peut provoquer. C'est pas forcément en adéquation. C'est pas du tout en adéquation. Alors les gens viennent à Roissy parce qu'on a gardé cet esprit village, hein, c'est le titre à un moment donné de notre campagne, hein, Roissy Village Ensemble, pour garder à un moment donné cette unité, essayer de conserver ce plaisir de vivre et ce plaisir de se rencontrer à l'intérieur du village, mais derrière ça pousse. Hein, je veux dire l'aéroport, les projets de nouveaux hôtels, le T4 quand même à horizon, il faut envisager à un moment donné que c'est un nouvel aéroport, que ça va apporter des flux, que ça va apporter des nuisances, mais également, à contrario, de l'activité économique et des ressources financières importantes pour notre commune et également pour la communauté d'agglomération. Alors, donc justement, un de vos thèmes phares, c'est repenser le cœur du village. Comment comptez-vous vous y prendre? Aujourd'hui, c'est vrai que c'est un petit village, mais un petit village de 2800 habitants, les commerces de proximité, c'est très difficile à les maintenir. Oui. Hein, on a 2 épiceries, une boulangerie, mais on n'a pas du tout de boucherie. Donc il faut vraiment réanimer le village. Les gens se sont habitués à aller dans les grandes surfaces. Et malheureusement, les commerces locaux ont bien du mal à vivre un minimum. Donc, il
faut qu'on essaie de réanimer notre village, qu'on le repense complètement, à la fois en termes, je veux dire, de stationnement, en termes de déplacement, de telle manière qu'on puisse essayer d'accompagner l'installation de nouveaux commerces, de nouvelles activités. Très bien. Vous avez aussi prévu de renforcer les moyens de la police municipale parce qu'il y a des soucis actuellement? Sur le village même, j'allais dire, pour ceux qui le connaissent, il y a vraiment le centre-village qui s'est construit autour ce qu'on appelle un village-rue. Mais à côté, il faut savoir que l'expansion hôtelière a été importante. Oui. Aujourd'hui, il y a plus de 6000 chambres à Roissy, c'est-à-dire plus du double des habitants. C'est vrai que ça attire à un moment donné beaucoup la délinquance. À l'intérieur du village, on a très peu de délinquance. À l'inverse, les hôtels, à un moment donné, attirent. Il y a eu quelques faits divers avec des Chinois, d'ailleurs, qui ont été attaqués l'année dernière. Donc ça a fait un peu la une de la presse. Mais ça reste accessoire. Mais on se doit, même vis-à-vis de ces hôtels qui sont vraiment sur notre territoire, de les accompagner dans la sécurisation de leurs installations et de leurs clients. Ils sont dans votre périmètre. Oui, ils sont dans le périmètre, oui. Très bien. Alors, du fait que vous succédez à André Toulouse avec son soutien, est-ce que votre équipe sera confirmée par rapport à ce précédent mandat ou bien sera-t-elle modifiée? Aujourd'hui, Roissy Village, c'est 23 colistiers. Oui. Dans ces 23 colistiers, j'ai récupéré, entre guillemets, 5 anciens élus de l'équipe Toulouse, les majeurs, ils étaient tous adjoints à l'époque, donc j'ai récupéré le noyau dur de l'équipe qui va m'accompagner, de permettre de faire la transition assez facilement, parce que bien que ça soit un village, les dossiers sont quand même lourds. Oui, bien sûr. Pour ceux qui connaissent, on a le projet, et ça intéresse mon collègue à côté, qui est l'installation du nouveau golf. Il a créé à un moment donné, je veux dire, à la taille de la ville de Roissy, ça a surpris, mais c'est vrai qu'on se doit, par rapport à toute l'expansion hôtelière, être capable d'offrir une offre aux touristes qui puisse, à un moment donné, les satisfaire. Actuellement, il n'y a rien de touristique à Roissy. Et le golf est un élément, les gens qui voudront aller faire 9 ou 18 trous pourront le faire. Donc son installation est en cours. Je pense qu'il devrait être prêt pour après l'été, qu'on devrait faire l'inauguration au mois de septembre. Et donc on vous accueillera avec plaisir. Avec plaisir. Alors, comment justement voyez-vous du coup votre commune dans 10 ans? Déjà, la difficulté aujourd'hui, qui est la difficulté probablement majeure, c'est qu'on est vraiment entouré par l'aéroport sur toutes les faces, à part la face nord. Oui. D'accord? Donc derrière, on n'a plus du tout de droit à construire. La loi Allure nous a vraiment, et les plans d'exposition au bruit, on a le droit, pour les 10 ans à venir, s'il n'y a pas de modification à un moment donné du plan d'occupation des sols, enfin PLU maintenant, du plan d'urbanisation, à 48 logements et encore sous condition. D'accord. Donc c'est un vrai problème à résoudre, puisque la population, aujourd'hui, les enfants de la population qui veulent se loger à Roissy, beaucoup de difficultés, et qui vous dit peu d'offres, vous dit des prix qui montent. Donc l'immobilier flambe. Malheureusement, on a des difficultés, on le subit. On essaie de tout faire à un moment donné, se porter propriétaire au niveau communal de certaines pour pouvoir loger des gens à revenus moyens ou modestes. Mais c'est vraiment un point important à un moment donné de notre futur politique. Alors, comme vous étiez maire adjoint d'André Toulouse, j'imagine que vous portez un regard positif sur le bilan, mais y a-t-il des regrets? Je crois qu'il a créé tout ce qu'on appelle les fondamentaux. Tout ce qu'on appelle les fondamentaux, ça permet, on l'a dit, d'un passé réussi, et on l'a dit, à un avenir prometteur. C'est vrai qu'également, je veux dire, c'est aussi un petit problème de génération, probablement d'ouverture à un moment donné plus. Donc, on sait à un moment que la population, elle commence un peu à s'exprimer et qu'elle souhaite un renouveau. Donc, on peut à la fois être cette dualité qui représente, je veux dire, l'expérience d'avant et la réussite d'avant et le renouveau de demain. Je veux dire, bon, c'est toujours le village, vous savez, c'est à la fois, et c'est sûrement le village le plus connu au monde, puisqu'il est à côté de là, mais c'est encore cloche-merde dans certains cas. C'est vrai, c'est ce que j'ai découvert. Moi, j'imaginais une ville beaucoup plus grande, en effet. Alors, il y a une liste de concurrence aujourd'hui. Quel regard portez-vous sur cette liste? Oui, c'est pas une liste de concurrence, c'est une scission à un moment donné qui s'est faite de l'ancienne liste, avec des gens, on le disait tout à l'heure, et je le disais en introduction, qui cherchent toujours, quand le calife part, il y a toujours la volonté à un moment donné de le remplacer. Donc là, il y a une liste avec des gens qui sont ambitieux, qui veulent absolument, je veux dire, prendre la place. Bon, c'est un peu difficile à gérer parce que je pense qu'il
il n'y a pas d'enjeu politique majeur, Ouais, hein, que c'est plus des problèmes de personnes Oui, on et de voit que personnalité. finalement Roissy, c'est Ouais, une ville qui ouais, va bien malgré ouais. tout. Hein. On a un vrai catalogue, hein, Ouais, si je vous présentais le catalogue, je pense que tous ceux qui viennent à Roissy sont même très surpris de tous Ouais. les services qu'on offre et à des conditions tarifaires qui sont fabuleuses. Donc aujourd'hui, ben, on verra bien, on a espoir, mais je veux dire, on respecte nos adversaires, hein, sachant qu'ils n'ont pas toujours les mêmes valeurs que nous. Alors justement, un de vos adversaires de cette campagne propose la gratuité des repas servis au restaurant scolaire. Et quelle est votre position face à cette mesure? Alors, je trouve que c'est une erreur grave, hein, je veux dire. C'est un sujet qui vient de revenir d'actualité. Pour l'histoire, il a été lancé en 2007 hein, dans les communes du Bourget et de Drancy. Aujourd'hui, je trouve que c'est vraiment une erreur même grave. Hein. On passe le pas de l'assistanat, là. Hein, c'est plus de la politique sociale. Hein. Je veux dire, à Roissy, aujourd'hui, la cantine pour les gens les plus défavorisés est à moins d'1 €. Donc, la problématique, c'est que tout ce qui devient gratuit, à un moment donné, n'a plus de valeur. Hein, et c'est vrai que c'est un élément de campagne dans d'autres communes que la nôtre. C'est venu d'actualité, c'est vraiment un petit peu démagogique. Et ça, je me dis, ça me paraît pas très social, puisque ça va favoriser à un moment donné les classes, puisqu'il y a des quotients familiaux avec des applications de taux différents, et que ce sont les familles les plus aisées qui vont bénéficier de la plus grosse remise. Alors, moi, ça me choque, parce que imaginez à un moment donné un enfant d'une personne qui paye l'ex-ISF qui a la cantine gratuite. C'est choquant, et je pense que la majorité des Roissiens l'ont bien compris. L'ont compris, oui. Vous sentez que vous êtes soutenu dans cette... Oui, bien sûr. Je veux dire, c'est vrai que les plus pauvres, hein, il y a un service social qui intervient et on est capable de rendre la gratuité de la cantine aux gens à qui c'est nécessaire. Mais je ne vois pas l'intérêt de la systématisation. Alors, une dernière question, Michel Thomas. Moi, Roissienne demain, pourquoi devrais-je voter pour vous? Parce que si vous voulez venir dans un petit village, vous y êtes bien accueillis. On va essayer de le rendre, et j'ai rencontré à l'occasion de ma campagne des gens qui étaient arrivés depuis très peu de temps et qui étaient émerveillés du calme. Parce que c'est vrai qu'on fait une réputation de Roissy en disant à côté de l'aéroport, donc des nuisances de bruit, elles sont minimes. Elles sont minimes, c'est tout à fait vivable, même dans son jardin l'été, par rapport à ça. Derrière, ça reste, je veux dire, en banlieue parisienne, loin des banlieues du 9-3, je ne voudrais pas avoir un regard un peu pessimiste, mais loin des banlieues, un petit îlot, je veux dire, où on se plaît, où les gens se plaisent, et où, malgré tout, on est capable d'offrir des services de niveau d'une ville de 15 à 20 000 habitants. Donc, les avantages du petit village et les avantages de la ville, donc associés au sein de Roissy en France. Très bien. Y a-t-il une question que je ne vous ai pas posée à laquelle vous souhaiteriez répondre? Non, pas particulièrement. Je pense que j'ai eu l'occasion, je veux dire, dans ma campagne, de faire part. Bon, on a plein de projets, on a plein d'envies, on a envie d'accueillir encore. Il y a une expansion. Pour ceux qui sachent, on attend un grand centre de congrès international, ITC, qui est un projet sur plusieurs hectares, avec un investissement de 800 millions d'euros, important, qui va vraiment créer à un moment donné quelque chose au sein de la ville. Et puis la création d'un golf, je pense que mon collègue à côté vous le dira, de niveau international, va encore faire un peu plus la réputation de notre commune. Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Michel Thomas. Les 15 minutes sont largement écoulées. Très bien, merci. Donc, merci de nous avoir éclairé sur vos intentions pour cette ville de Roissy. Je vous invite à rester avec nous et participer au débat, si vous le souhaitez. Volontiers. Bon, à vous, monsieur. Ça, c'est bon. C'est derrière. Radio IDFM, le bar de l'économie. Donc ce matin, je suis toujours en compagnie de Michel Thomas, candidat sans étiquette aux élections municipales 2020 pour la ville de Roissy, Christophe Muniesa, directeur exécutif et DTN de la Fédération française de golf, Paul Nathan, dirigeant de IFCP, un institut de formation en alternance et continue, Frédéric Anfray, président du groupe AGP spécialisé dans la sécurité incendie et le désenfumage naturel, et Stéphane Callon, fondateur et dirigeant de Agora Line, et également président bénévole du club des entreprises Valparisis. Alors, Christophe Muniesa, je continue avec vous. Avec plaisir. Donc, merci vraiment d'être parmi nous ce matin. Donc, comme je l'ai dit, vous êtes le directeur exécutif, je crois, depuis 2000, c'est ça ?
Je suis rentré à la fédération en 2000, mais j'occupe cette fonction depuis 2006. D'accord. Et directeur technique national de la Fédération française, c'est ça, depuis 2006. C'est ce que j'avais noté. J'ai un problème avec ma vidéo. Et nous, on peut pas vous aider, sinon. Merci Philippe. Merci Philippe. Alors, donc Christophe, vous êtes un ancien golfeur, forcément, du circuit professionnel, qui se destinait, vous vous destiniez au préalable à une carrière de professeur de sport, c'est ça? Oui, en fait, j'ai mené un petit peu de front les deux parcours dans mes jeunes années. L'envie de jouer sur les circuits professionnels, ce que j'ai eu l'occasion de faire de 92 à 97. Et puis, comme c'est le cas pour un grand nombre de sportifs, la nécessité et en même temps le choix d'assurer un peu ses arrières, de se bâtir un filet de sécurité si, dans l'hypothèse où j'aurais pas été capable de performer au plus haut niveau, ce qui malheureusement était le cas d'un point de vue sportif, mais ce qui m'a donné l'opportunité aussi de rebondir et de commencer à travailler dans l'univers du sport, du golf en particulier, de travailler aussi dans le marketing sportif et à l'issue de cette période de transition entre la fin de ma carrière de sportif et mon entrée à la fédération, ça a duré un petit peu moins de 3 ans. Je suis ensuite donc rentré à la fédération et petit à petit, j'ai eu l'occasion de mener différentes missions et puis d'être donc nommé directeur en 2006. Très bien. Alors, et comment êtes-vous justement venu au golf? Vous aviez autour de vous des golfeurs? De manière tout à fait fortuite, selon l'expression consacrée, rien ne me destinait à fouler les parcours de golf. Vous avez cité le 93 tout à l'heure, moi j'en suis issu du 93, j'ai fait toute ma scolarité au Aubervilliers et il aurait échappé à personne que quand on fait sa scolarité dans le 93, on est assez éloigné des parcours de golf. En tout cas, de la représentation qu'on peut en avoir aujourd'hui d'un sport élitiste, inaccessible, etc. Alors c'était déjà pas le cas dans les années 80, ça l'est encore moins aujourd'hui, notamment avec la création de plein de petits équipements, des équipements de 9 trous, 6 trous, proches des centres urbains. C'est assez fascinant d'ailleurs de voir en France comment on continue de coller des étiquettes comme ça à ce sport, d'un sport extrêmement élitiste, inaccessible. C'était pas le cas quand moi j'ai démarré le golf et j'ai démarré tout près d'ici, on est à Enghien, j'ai démarré le golf à Daumont au début des années 80 parce que tout simplement mon père s'était mis au golf et il m'emmenait avec lui au golf de manière occasionnelle et c'est après avoir participé et joué, pratiqué différents sports, c'est véritablement le golf qui m'a accroché, j'avais eu l'occasion de m'essayer à des sports d'équipe ou à des sports individuels, mais quand j'avais 13-14 ans, moi je suis né en 1970, je me suis mis au golf donc relativement tard par rapport à ce qu'on observe aujourd'hui. Oui, chez les champions. Oui, les plus jeunes joueurs aujourd'hui démarrent en général à 5, 6, 7 ans, donc moi c'était relativement tardif, et je me suis assez vite inscrit dans un parcours, on va dire, de sportif de haut niveau. Très bien. Alors, avant d'aborder le thème de l'économie du golf en France, je voudrais rappeler que justement, vous en avez déjà dit 2 mots, que vous, Christophe Muniesa, vous considérez que ce sport en France n'est pas à sa juste place et qu'il est dommage qu'il soit relégué comme une activité annexe. Et vous insistez sur la dimension sport-santé et l'un de vos souhaits serait que toutes les catégories d'âge soient concernées. C'est ça? Oui, alors c'est un sport qui peut être comme ça perçu de manière un petit peu ambivalente, avec des qualités qui peuvent être en même temps ses défauts. Qualité parce qu'il attire des profils, on va dire, extrêmement différents, que ce soit en termes de catégorie d'âge. C'est un sport qui n'est pas tout à fait, je dirais, paritaire en tant que tel, mais malgré tout, il y a une pratique féminine assez développée. C'est 30% de femmes, 70% d'hommes. On continue de progresser un peu dans cette démarche de parité. On grignote 1% par an à peu près. La moyenne d'âge du golfeur en France, c'est 52 ans. C'est assez homogène par rapport à la population mondiale des golfeurs. Il faut savoir qu'il y a plus de 70 millions de golfeurs enregistrés de par le monde. Le golf est pratiqué dans 209 pays, c'est-à-dire sur les 250 pays au total, c'est une pratique très universelle, globale. Entier, et on a du mal, vu de France, à se représenter cette universalité de pratique. En France, un peu plus de 400 000 licenciés, au global 800 000 pratiquants, et un sport qui progresse. On a accueilli, vous savez, la Ryder Cup, c'était en 2018, un grand événement mondial, international.
Et à l'occasion de cette Ryder Cup, on a mené différentes études qui ont démontré que le golf avait progressé en termes de taux de pratique de plus de 5% sur la période, ce qui lui permet d'afficher quelques bons indicateurs, que ce soit en termes de fréquence, taux de pratique et aussi d'activité économique. C'est sûr, oui. Oui, puisque, bon, vous m'avez remis des chiffres qui sont, je trouve, assez impressionnants. On voit que le poids économique, justement, de la filière golf est quand même très avantageux pour la France, hein, puisque c'est 1,5 milliard d'euros. Oui, l'ensemble des activités, golf, les activités qui y sont rattachées, vous avez souvent des boutiques dans les clubs de golf, des bars, des restaurants, des hôtels, et l'ensemble de ces activités, de manière cumulée, représente 1,5 milliard d'euros et pèse à peu près 15 000 emplois. C'est ça, donc dont 572 millions de recettes fiscales. Donc c'est très intéressant. Des alliés des pouvoirs publics en voilà. ce sens. Donc également 401 millions de retombées indirectes dans les territoires. Donc vous voyez, monsieur Michel Thomas, vous avez des sous qui vont tomber sur Roissy. Et 33 500 personnes pour le tourisme. 335 000 personnes, pardon, qui visitent la France pour le tourisme du golf, c'est ça? C'est un levier touristique également extrêmement important, que ce soit sur le... là, on se concentre plutôt sur le incoming, c'est-à-dire le tourisme réceptif. On accueille beaucoup de personnes venues notamment d'Europe du Nord, des États-Unis et d'Asie qui viennent jouer au golf en France. La Ryder Cup, en ce sens, a eu le mérite de positionner un drapeau français sur la carte du golf mondial et d'attirer de nombreux pratiquants étrangers au plus grand bénéfice des golfs français, des territoires français. Et alors, un chiffre important, il me semble, enfin en tout cas intéressant, c'est que ces touristes dépensent plus 61% qu'un touriste traditionnel. Oui, quand on fait un voyage golfique, je l'évoquais, on va consommer différents types de produits ou de services. Le parcours de golf lui-même, de l'ordre de 40 € à 70 € en moyenne, hein, c'est la fourchette classique. Vous allez consommer de la restauration, vous allez acheter souvent des produits, logotés en boutique à l'effigie du club. Il y a l'hôtellerie aussi, il y a l'hôtellerie, exactement. Donc, ce sont des sportifs qui, en termes de pouvoir d'achat, on va dire, ou de consommation, évidemment, vont être enclins à consommer un petit peu plus qu'un simple touriste, si je peux m'exprimer ainsi. Merci Christophe Muniesa. J'aurais d'autres questions à vous poser justement sur la Ryder Cup et puis sur l'aspect écologique du golf. Avec plaisir. On fait une petite pause musicale. Alors je vais changer je vais pouvoir vous voir un peu plus parce que j'ai la... Merci pour la rallonge. Ça va être mieux réparti. S'il y a des questions que vous souhaitez que je pose, vous me dites. Hein, mais... Non, mais après on peut dire un mot sur l'écologie. Oui, bah, j'ai prévu. Oui, je l'ai prévu dans mon... C'est un débat avec l'eau, l'arrosage. Régulièrement, nous, c'est une question de la campagne. On n'a pas eu l'occasion de répondre, mais c'est vrai que maintenant, il y a des systèmes. Avec qui là je donne la parole à Paul. C'est vous, Paul? C'est moi, Paul. Ok. Ah non, c'est pas. Non, parce que je joue le micro. Je mets pas tous les micros en route. Là, 15 minutes, comme ça il n'y a pas de problème. C'est pour ça que j'ai préféré te dire. T'as bien fait parce que moi j'avais oublié de regarder. C'est pas par rapport à vous, hein, c'est qu'il y a vraiment 15 minutes. J'avais oublié de regarder au démarrage. Ah ouais, non, mais je contrôle maintenant. Je fais la... Non, mais il n'y a pas de souci. Non, il n'y a pas la même comptabilité. Parce que des fois, quand on arrive dans les comptes, on rachète, on découvre après. Parce qu'il y a d'autres candidats, des fois, ils cherchent comment ça se fait que lui, il a eu 2 minutes de plus. Bah oui. Ouais, non, mais ça, il y a.
Après, c'est nous qui prenons. C'est vrai que si on voulait rentrer dans le détail, il faut plus de 15 minutes, donc on reste dans le concept global. Hein. Bien sûr, mais bon, c'est l'objet de notre réunion et actuellement, j'ai une réunion publique vendredi, je pense que là j'aurai des questions de détail. Même les réunions, là, ça commence à être annulé à cause du... Ah ouais, pour l'instant, bon, nous, à la taille du village, alors, faut être une, si j'ai 300-400 personnes dans la salle, c'est une vraie réussite déjà. Donc je pense pas qu'on soit, mais c'est vrai qu'on se pose la question. Mais de toute façon, c'est aux gens qui sont pas bien de ne pas se déplacer, de faire en sorte que... Ça se passe bien. Voilà, si on est malade, on reste chez soi et puis c'est tout. Et en plus, si vous voulez, c'était l'introduction hier, c'est la psychose vient par l'école, c'est les enfants les moins sensibles au virus. Et là, il y a une vraie psychose à l'école, il y a un petit, c'est incroyable. Avec de la désinformation totale. Le lycée, là, le fils, il n'est pas allé hier parce qu'il n'y avait pas de cantine, il n'y avait rien. Il est allé, mais bon, après, il y a des élèves qui vont partout qui peuvent être contaminés. C'est bien en tant qu'expert comptable, ceux qui sont formés, ceux qui sont il n'y a pas que les cours. Radio IDFM, le bar de l'économie, notre technicien Philippe s'éclate avec sa musique. Alors, au bar de l'économie, ce matin, j'ai le plaisir d'accueillir Michel Thomas, candidat sans étiquette aux élections municipales 2020 pour la ville de Roissy, Christophe Muniesa, directeur exécutif et DTN de la Fédération française de golf, Paul Nathan, dirigeant de IFCP, un institut de formation en alternance et continue, Frédéric Anfray, président du groupe AGP spécialisé dans la sécurité incendie et le désenfumage naturel, Stéphane Callon, fondateur et dirigeant de Agoraline, une agence de communication dédiée à la création de sites web et également président bénévole du club des entreprises Valparisis. Alors, Paul Nathan, je continue mon tour de table avec vous. Donc, merci également d'être parmi nous ce matin. Vous êtes dirigeant depuis 2014 de la société IFCP, spécialisée, donc, comme je l'ai dit, dans la formation en alternance et la formation continue. Paul Nathan, avez-vous toujours été dans ce secteur de la formation? Alors en fait, je ne peux pas dire que je suis tombé dans la formation quand j'étais petit. C'est pas le cas. J'ai eu plusieurs vies, dans la mesure où j'ai travaillé dans des grands groupes, dans des groupes industriels cotés. Et puis, au bout d'un certain temps, je me suis dit, si big is powerful, small is beautiful. Donc, comme j'étais expert comptable, je me suis associé dans un cabinet d'expertise comptable. Et puis, on a eu à un moment des discussions entre associés, parce qu'on était quand même une dizaine d'associés, et j'ai préféré revendre mes parts. Je suis reparti dans un grand groupe, et puis finalement, j'ai été rattrapé par l'envie du small is beautiful, et je me suis retrouvé en situation de racheter l'IFCP, qui était un de mes clients dont j'étais le commissaire aux comptes. D'accord. Donc je l'avais vu un petit peu de l'intérieur en allant auditer les comptes, et le métier de la formation m'attirait. Les dirigeants de l'époque m'ont proposé d'intervenir chez eux comme formateur, ce que j'avais accepté. Et puis, naturellement, ils voulaient partir à la retraite, et puis les choses sont faites comme ça. Finalement, je le connaissais un petit peu de l'intérieur, et c'est la situation où on fait les opérations de croissance externe en faisant un minimum d'erreurs. Alors, aujourd'hui, j'imagine que vous ne regrettez pas du tout ce rachat? Alors, bien sûr que non, sauf que, j'allais dire, s'il y avait un regret, mais c'est un regret, j'allais dire qu'il faut positiver, c'est toutes les réformes de la formation professionnelle depuis quelque temps qui ont chahuté un petit peu ce secteur.
Mais on voit bien qu'une fois que tout ce qui a été mis en place se sera stabilisé, c'est une bonne chose. Globalement, c'est une bonne chose. On y reviendra sur ces réformes de la formation. Quelles sont les compétences nécessaires justement pour diriger un institut tel que IFCP? Alors finalement, l'IFCP, au départ, je me disais, c'est une petite structure. C'est une petite structure, puisque nous avons une vingtaine de personnes, mais beaucoup à temps partiel, parce que ce sont des enseignants, donc salariés. Il y a des intervenants extérieurs, et encore une fois, on est une petite structure, donc il y a à peu près 150 étudiants. D'accord. Sur la partie alternance, et puis après, il y a tous ce qu'on appelle des apprenants qui viennent, des stagiaires qui viennent pour la partie formation continue. Et en fait, au départ, je me disais, quand j'ai repris l'IFCP, que ça serait une petite structure, et en fait, non. On se retrouve confronté avec beaucoup de monde, et donc tout l'aspect management est très important, sachant que la structure est très légère. Donc finalement, nos 150 étudiants, ils sont en alternance, ce sont des salariés, en entreprise, mais aussi des salariés présents pour apprendre, et donc on se retrouve vraiment avec une entreprise finalement de 170 personnes, mais avec une structure de support, de back-office qui est hyper légère, et ça, je ne l'avais pas du tout anticipé au départ. Donc, la partie management devient très importante. C'est ça, plus vous ne pensiez y consacrer de temps. Absolument, et sachant que dans une structure de 150 personnes, il y a plus de relais, alors que là, on a la réactivité des petits, mais on a quand même toute la lourdeur du nombre, avec les problèmes de chacun. C'est sûr. Oui. Alors donc vous accueillez des jeunes en BTS ou en DCG, c'est-à-dire diplôme de comptabilité gestion, avec l'objectif d'en faire des diplômés et de véritables professionnels. C'est ça votre mission? Absolument. Dans les missions, c'est en fait c'est le grand plaisir de l'alternance, c'est qu'en fait les jeunes sont 3 jours en entreprise et 2 jours en formation. Donc dans le cas de ces BTS qui sont très opérationnels, c'est des BTS du tertiaire, eh bien ils ont une vraie expérience professionnelle au moment où ils vont passer leur examen. On voit qu'à peu près il y a les 2/3 qui vont continuer les études au-delà du BTS, et donc même chose quand on fait un DCG. Ils sont opérationnels, ils sont en cabinet d'expertise comptable ou ils sont dans des services financiers, et donc quand ils vont passer leurs examens, ils arrivent avec une vraie expérience professionnelle. Donc d'un côté, nous on est là pour leur transmettre un savoir, et en même temps, on voit bien actuellement, quand on entend tous les discours autour de l'apprentissage, qu'on cherche à revaloriser en disant une filière d'excellence, oui, on le voit bien, les jeunes sont vraiment opérationnels grâce à l'alternance, et donc après, en matière d'emploi, ils n'ont aucun problème pour après se trouver un emploi quand ils terminent les études. Mais encore une fois, passent dans la vie active. Oui, et encore une fois, pour les 2/3, à l'issue d'un BTS, ils veulent continuer les études. Donc c'est une bonne chose. Oui. J'ai pu lire d'ailleurs que vous affichez un taux de 70% en moyenne au BTS. Donc je crois que c'est un bon résultat. Alors effectivement, ça c'est un peu notre fierté. C'est de dire nos résultats sont en moyenne 10 points au-dessus des moyennes académiques. Donc ça, c'est le corps professoral qu'il faut louer, la pression qu'on met aussi sur les jeunes. Et on voit bien qu'il y a des BTS qui sont plus durs que d'autres. La filière comptable en particulier est une filière particulièrement exigeante, parce qu'il faut apprendre beaucoup. Oui, c'est ça. Et donc, on voit bien que les résultats sont un peu plus faibles au niveau national, BTS par BTS, mais nous, on arrive globalement à avoir nos 10 points d'écart. Et puis, de temps en temps, sur certains BTS, là, on est hyper content, on arrive à avoir du 100%, mais il faut que les jeunes nous aident aussi par leur talent. Oui, peut-être aussi du fait de votre formation, non? Vous avez su impulser cette... Non, pas particulièrement, parce qu'en fait, les personnes qui dirigeaient avant moi, il y avait une personne qui avait un profil financier aussi. Alors c'est peut-être comme ça aussi qu'on a créé des affinités. Donc finalement, j'ai repris et j'ai mis mes pieds dans les charentaises du prédécesseur. Alors, j'ai vu que vous aviez une formation en initiale. Donc, pouvez-vous m'expliquer? Parce que moi, je ne sais pas ce qu'est la formation en initiale.
Alors en fait, ça, c'est une formation en initiale, vous n'êtes pas en alternance en fait. D'accord. Et donc, c'est les grands plaisirs de notre beau pays. En fait, quand vous faites de la formation en alternance, vous dépendez du ministère du Travail. Quand vous faites de la formation en initiale, vous dépendez du ministère de l'Éducation nationale. Donc, il fallait demander un agrément au ministère de l'Éducation nationale pour pouvoir faire de l'initiale. Et pour pouvoir faire de l'initiale, il faut que le dirigeant ait enseigné plus de 6 ans. D'accord. Or, au moment où j'avais repris, je n'avais pas les 6 ans. Donc, j'ai attendu d'avoir les 6 ans pour pouvoir faire de l'initiale. Et donc, l'intérêt de faire de l'initiale et de l'IFCP, c'est plus pour des jeunes qui veulent faire de l'alternance après. Ils ne trouvent pas forcément d'entreprise parce que ça reste compliqué. Heureusement, et là, j'ai à côté de moi Frédéric Anfray, que je remercie parce que c'est un partenaire et il joue le jeu de l'alternance avec les jeunes. Mais des fois, c'est compliqué globalement pour des jeunes qui ont juste le bac, sans expérience, de trouver une entreprise. Et donc, on leur offre une solution en disant, vous démarrez en initiale. Si vraiment vous voulez faire de l'alternance, vous démarrez comme ça. Si vous trouvez une entreprise en cours d'année, vous basculez en alternance, ou vous avez acquis un certain nombre de bases théoriques, et la deuxième année du BTS, vous basculez en alternance. Donc, c'est une solution de plus. Oui, c'est vraiment un plus que vous offrez. Écoutez, bravo pour cette initiative. Alors, on fait juste un petit jingle, Philippe. Radio IDFM, le bar de l'économie. Je continue mon tour de table avec Frédéric Anfray. Bonjour Frédéric. Bonjour. Et merci également d'être parmi nous ce matin. D'autant que je sais que vous rentrez de voyage, donc c'est très sympathique de votre part d'être là ce matin. Donc vous êtes le président du groupe AGP, donc qui veut dire, j'ai oublié... Assistance Générale Protection. Voilà, merci. Qui est aussi l'anagramme de 3 des fondateurs, Alves et Mignon Paulet. D'accord, très bien. Alors, vous êtes également diplômé, entre autres, d'expertise comptable, d'un DESS fiscalité. Et c'est en tant également, c'est un petit peu l'histoire de Paul Nathan finalement, c'est en tant qu'expert comptable indépendant d'AGP que vous saisissez l'opportunité en 2013 de racheter ce groupe qui comprend plusieurs entités, c'est ça? Tout à fait. J'ai été marqué par la personnalité du dirigeant fondateur, oui. Qui était un homme qui s'est fait tout seul, qui s'appelle Bernard Paulet, qui a créé une entreprise individuelle en 77 dans le Val d'Oise. Et qui petit à petit a monté plusieurs structures et qui avait toujours une vision stratégique forte et puis qui avait un charisme assez extraordinaire et j'ai eu la chance de le connaître en tant que jeune collaborateur de cabinet en 1989 et autour de 50 ans j'ai eu l'opportunité de changer de métier comme Paul et de se poser la question de dire est-ce que si on est de l'autre côté de la barrière on va être capable de faire ce qu'on conseille des fois à nos clients qui ne nous suivent pas forcément toujours. Ouais. Et c'est un autre métier. Puis c'est aussi un challenge de se dire enfin on va faire pas que du conseil, mais mettre les mains dans le... Oui, faire un peu plus. Oui. Ouais. Et c'était un problème de succession qui a fait que vous avez racheté? C'était la génération qui avait créé, oui. Qui sont toujours en partie à mes côtés. Ils ont créé en 77, donc forcément ils ont quelques années de plus. Et donc l'idée c'était de garder à ce groupe une forme familiale indépendante, oui. Sachant qu'il y a toujours des opportunités de vendre des grands groupes. L'idée c'était de rester quelque chose de familial et de rester avec l'idée un petit peu à taille humaine, oui. du fondateur, qui avait toujours beaucoup promotionné les gens en interne avec peu de formation et en les faisant évoluer. Alors aujourd'hui, AGP est situé à Cergy et comprend une centaine de collaborateurs. Rappelez-nous précisément quelle est l'activité d'AGP. L'activité d'origine, c'est un groupe qui s'est développé sur la normalisation de la sécurité incendie dans les années 70, où il y a eu un certain nombre d'accidents mortels. Pour les plus anciens, le CAC de Harpailleron, après l'incendie du Dancing 5 à 7 en Savoie. Ah oui. Et à partir de là, il y a eu des normes pour ventiler les bâtiments, qui permettent d'évacuer les fumées chaudes et toxiques pour que les gens puissent sortir des bâtiments. Donc on n'éteint pas, on est vraiment dans la ventilation pour sauver les gens. Et donc petit à petit, les bâtiments ont été, il y a eu l'obligation d'équiper les bâtiments en système neuf. Donc il a créé l'entreprise Paulet. Et en 1984, la législation a imposé que ces mêmes systèmes soient vérifiés. Donc il a créé la société SPEM, Société Paulet d'entretien et de maintenance.
Et derrière ça, n'étant pas satisfait des produits sur le marché, il a créé Medicob, qui est devenu un peu le fleuron du groupe. Et donc, il a créé toutes les gammes de produits. Il a initié toutes les gammes de produits. Les gammes nécessaires à cette activité. Mais il a aussi, dans ces métiers-là, été très novateur en marketing, puisqu'il s'est occupé des logos des sociétés dès les années 80, ce qui était quand même assez novateur à l'époque, et avec beaucoup de soin dans les plaquettes publicitaires sur les produits, qui étaient là encore assez modernes. Oui, par rapport aux confrères qui ne faisaient pas la même chose. C'est ce qui a fait que le groupe Medicob est devenu un des leaders de son métier. Bon, c'est un petit marché, hein. Il y a une demi-douzaine d'acteurs fabricants sur ces métiers-là. Et petit à petit, sur les sociétés de maintenance, on a ouvert sur tous les métiers de la maintenance de sécurité incendie. Ça va des portes coupe-feu aux extincteurs, en passant par l'alarme incendie. C'est un petit marché et en même temps, comme c'est une obligation, vous avez... c'est un petit marché sur la production de équipements des enfumages naturels, parce que c'est quand même assez limité. C'est un gros marché sur la sécurité incendie, puisqu'on va de l'alarme aux extincteurs, en passant par les blocs de secours, les portes coupe-feu. Donc c'est un marché quand même assez diversifié avec beaucoup d'équipements différents. Alors j'ai vu que vous possédiez la certification APSAD qui atteste de la qualité d'un système de sécurité et une certification qui apparemment n'est pas accordée facilement. Alors on a plusieurs choses. La société Medicob est ISO 9002 et les produits sont NF et CE avec des audits réguliers chez Medicob et chez les sous-traitants. Ça c'est des obligations réglementaires. Et après, sur la société SPEM, on a effectivement les qualifications APSAD, qui sont des qualifications avec des audits réguliers par type d'activité. Donc le désenfumage, les extincteurs, les colonnes sèches, j'en oublie une, et les portes coupe-feu. Voilà, mais c'est des certifications par activité à chaque fois. Qui sont délivrées par le CNPP, qui est une entité qui est gérée par les assureurs. D'accord, d'accord. Vous venez d'acquérir récemment une nouvelle entreprise, Comtra. Oui. Et vous voulez devenir leader national. Alors, disons qu'on a eu l'occasion de racheter une société qui s'appelle Comtra, effectivement, qui est basée en 1994. Cette société est un acteur historique avec une très belle réputation. Et c'est une société qui était intégrée avec une autre société dans un LBO qui n'a pas fonctionné. Et donc on a eu l'opportunité, cette société était malheureusement en faillite, et on a eu l'opportunité de reprendre le fonds de commerce à la barre du tribunal en début d'année dernière. Donc on a une quinzaine de salariés avec des produits complémentaires. Medicob étant plutôt sur les produits de toiture, et là c'était Comtra et plutôt sur les produits de façade. Donc des activités. Donc c'est vraiment complémentaire. Voilà. Et en marge, on a aussi repris la marque Anelec, qui sont des centrales d'alarme incendie et de sprinklage. D'accord, très bien. Donc je disais, c'est peut-être pour vous le moyen de donner une ambition nationale au groupe, c'est ça? Alors sur la marque Medicob, on est déjà national. On a démarré une démarche export depuis 3 ans. Et là, je reviens d'un salon à Tunis. C'est assez enrichissant parce que l'export permet aussi de voir comment que sur des marchés nouveaux, les besoins sont assez modernes et comment on doit faire évoluer nos produits. Donc ça, c'est tout à fait intéressant. Et comme le marché est quand même réduit sur la production de nos équipements, si on ne part pas à l'export, c'est quand même compliqué. Soit il faut élargir les gammes et aller sur des produits adjacents, soit il faut élargir les marchés, mais on ne peut aller qu'à l'export. Très bien. Merci Frédéric, je reviendrai vers vous parce que je sais que vous dispensez aussi des formations, donc on reviendra à ce sujet. IDFM, le bar de l'économie. Donc je me tourne maintenant vers Stéphane Callon. Stéphane, merci d'être parmi nous ce matin. Vous êtes fondateur et dirigeant de Agoraline, une agence de communication dans la création de sites web avec une activité d'impression également, c'est ça Stéphane? De création graphique, pour imager tout ce qui est création de logos, déclinaison sur tous les supports papier, cartes de visite, plaquettes, et énormément de création de sites internet. Très bien. Alors, depuis quand Agoraline existe-t-elle? Alors, Agoraline, la création, c'est en 2008. Et moi, j'ai commencé il y a à peu près 15 ans, un peu plus maintenant, en 2004, en micro-entreprise à l'époque. D'accord. Parce que l'auto-entrepreneuriat n'existait pas. Et la première embauche, c'est en 2009. Alors, j'ai pu voir, vous étiez plutôt dans le génie climatique. Donc, qu'est-ce qui fait que vous êtes
dirigé dans cette activité? C'était une évidence pour vous de créer cette entreprise? Alors pas du tout, je me suis complètement égaré. J'ai une licence en génie mécanique et j'ai mis un doigt dans l'informatique au moment où un ami m'a proposé pour un de ses amis de faire un site internet. Oui. En parallèle, j'ai eu ma carrière professionnelle donc dans le génie climatique, dans le suivi des chantiers du bâtiment et cette activité web qui démarrait. Et il a fallu que je fasse un choix lorsque j'ai eu trop de boulot des deux côtés et j'ai préféré me lancer à mon compte. De quels moyens financiers avez-vous disposé lors de votre installation? Alors à l'époque, on pouvait monter une société pour 1 euro. Oui. Je suis allé voir mon banquier, je lui ai dit je voudrais monter pour 1 euro. Il m'a regardé en souriant en disant monsieur, c'est pas vraiment possible. Donc j'ai mis un capital de 3 000 euros pour démarrer. Et au final, je n'ai eu besoin d'aucun autre financement supplémentaire. Ça a tout de suite bien marché alors, ouais. Apparemment. C'était la facilité de commencer tout seul. Oui. Je travaillais dans ma chambre. Oui. Et puis au fur et à mesure des années, le premier électrochoc, ça a été la première embauche. Oui. Parce que quand on commence à devoir payer un salarié tous les mois, la masse salariale, on voit la vie de façon différente. C'est sûr. Alors vous insistez dans votre entreprise, vous insistez sur la notion de référencement. J'ai pu voir naturel ou payant. Vous pouvez développer cette notion de référencement? Oui, alors la majorité de nos clients, ce sont des personnes qui souhaitent faire un site internet pour gagner des clients. Oui. Donc moi, mon premier job, c'est pas de faire un site internet. Le site internet, c'est un moyen, c'est un support. Mon job, c'est de faire gagner des clients à mes clients. Et pour ça, il n'y a pas 36 solutions. C'est d'une part, je dois gagner en visibilité. Donc soit je vais draguer un moteur de recherche comme Google, soit je vais acheter de l'espace publicitaire. Et à partir du moment où la personne a trouvé, le visiteur a trouvé cette annonce, ce lien, et qu'il arrive sur le site, là, c'est là où tout démarre, c'est-à-dire que je dois avoir une communication qui est claire. Et on ne va plus parler vraiment de technique, de graphisme ou de web, on va parler surtout de marketing. Concrètement, je vends des produits à des personnes qui en ont le besoin. D'accord. Et là démarre tout ce qui est ergonomie, marketing, c'est-à-dire j'ai un produit, je dois savoir le valoriser et emmener le visiteur à m'appeler. Le site internet ne fait pas le travail. Oui, c'est ça. Vous impulsez un vrai suivi chez vos clients. Oui, complètement. C'est ça. Le but, c'est qu'ils gagnent des appels téléphoniques ou des demandes. Et vous parlez aussi de génération de leads. Alors là aussi, vous pouvez nous expliquer ce terme? Alors le terme est un peu, il fait plaisir à entendre parce que c'est un petit côté américain, mais génération de leads, c'est simplement comment on fait pour faire rentrer des prospects dans notre canal de vente. Oui, comment est-ce que je fais pour qu'il y ait des personnes qui m'appellent grâce à mon site internet ou d'autres méthodes. D'accord. Peut-être que la rubrique que nous allons découvrir avec Étienne Barrier en fait partie, non? J'ai l'impression. Le CRM. Oui, le CRM est un outil qui permet de mieux gérer son portefeuille de prospects clients. Aujourd'hui, vous êtes avec nous parce que vous allez participer au salon Effervescence, donc, qui se tiendra le 31 mars à l'hippodrome d'Anguin-Soisy. Est-ce que c'est, enfin, on l'espère en tout cas, nous en parlions avant l'émission parce qu'avec les mesures qui sont prises pour la suppression de salon, on espère que ce salon aura lieu. C'est la première fois que vous participez à ce salon? Alors non, j'ai plusieurs casquettes sur ce salon. D'une part, je suis exposant. Oui. Je participe à son organisation et on est aussi avec une casquette de bénévole associative et on est aussi le prestataire qui gère le site internet. Très bien. La structure d'inscription en ligne, etc. depuis maintenant 6 ou 7 ans. Très bien. Merci Stéphane Callon. On reviendra aussi, j'ai encore d'autres questions à vous poser. On fait une toute petite pause musicale. Voilà. Je recommence mon tour. Étienne vient ici physiquement? Alors normalement il vient, mais je sais pas. Normalement il est... Oui, il est là. Il est là? Enfin, il doit venir. Parce que là... Oui, ça va être short. Ouais. Parce que là, sinon j'avais la chronique de Boniface, ça passait maintenant pour être calé. Non, on n'a pas le temps d'une chronique. Non. Trop de choses à demander à des invités. Ah ben le temps. On va pouvoir le passer tout de suite. Alors.
voulez que je parle? Oui, sur la formation. Oui, c'est ça. Bonjour Étienne. Bonjour. 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 Vous prenez le micro de Stéphane. Comme il a craché dedans, vous connaissez, vous faites la bise. Oui, non, C'est un virus. Non, mais c'est... vous pouvez vous rapprocher. T'inquiète pas, il reste encore 1 minute 30. Non, non, on y va, on va y aller. Ouais, non, mais laissez s'installer. Oui, oui. Radio EDFM, le bar de l'économie. Ce matin, je reçois Michel Thomas, candidat sans étiquette aux élections municipales 2020 pour la ville de Roissy, Christophe Muniesa, directeur technique et DTN de la Fédération française de golf, Paul Nathan, dirigeant de IFCP, un institut de formation en alternance et continue, Frédéric Anfray, président du groupe AGP spécialisé dans la sécurité incendie et le désenfumage naturel, Stéphane Callon, fondateur et dirigeant de Agora Line et président bénévole du Club des entreprises Valparisis. Et notre chroniqueur expert Étienne Barrier de Unique Production vient d'arriver. Bonjour Étienne. Bonjour Jacqueline. Donc Étienne, ce matin, vous allez nous parler du CRM. Donc on vous écoute. Tout à fait, du CRM du coup axé sur la communication et le marketing. Donc la semaine dernière, je vous parlais de la communication lors d'un salon et des 3 phases pour optimiser son investissement. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un outil qui peut vraiment vous aider dans votre marketing et la communication. Donc, il s'agit du CRM, le Customer Relationship Management, qui veut dire en français la gestion de la relation client. C'est un outil qui peut être gratuit ou payant et qui devient vite indispensable lorsque le nombre de prospects et de clients augmente. En effet, en début d'activité, lorsqu'on gère 5, 10, 20 clients, c'est assez facile de se rappeler les spécificités de chacun, où nous avons rencontré, ce que nous leur avons dit ou fait avec eux, et quels sont nos produits, etc. Mais lorsqu'il faut gérer des centaines de rencontres et maintenir un lien avec ces personnes, comment est-ce qu'on peut faire? S'il y a plus qu'une seule personne qui gère la relation client, comment faites-vous pour partager les informations? Et comment travaillent les services communication, marketing et les ventes pour que tout le monde puisse travailler ensemble? Un CRM devient très vite un outil indispensable pour récolter les informations qui servent à gérer la relation client et les prospects. C'est l'endroit où vous mettez toutes vos interactions, les échanges de mails, les appels, ce que vous vous êtes dit, ce que vous avez fait, etc. Toutes ces informations qui pourront vous être utiles par la suite. Par exemple, le souhait de recruter, vous savez que votre prospect, votre client va déménager dans quelques mois. La relation avec l'un de vos concurrents, comment est-ce que ça se passait, comment est-ce que vous pouvez améliorer cette relation pour avoir le marché. Je ne vais pas vous parler de techniques de vente, ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais plutôt vous donner quelques astuces pour utiliser votre CRM afin qu'il serve au mieux les intérêts de la communication et du marketing. Une chose indispensable à garder en tête lorsque l'on communique, c'est que l'on s'adresse à des hommes et à des femmes. Les posts sur les réseaux sociaux, les mails envoyés, les newsletters, ce n'est pas juste pour dire que l'on existe et que notre service ou le produit, c'est le meilleur. En fait, notre communication nous apporte un réel retour sur investissement. Pour que notre communication nous apporte un réel retour sur investissement, il faut s'adresser à notre audience en pensant à lui apporter de la valeur. Et pour cela, il faut la connaître. Il faut savoir ce qu'elle recherche, pourquoi elle fait appel à nos services ou à nos concurrents et quelle est sa motivation. La mise à jour du CRM est donc primordiale pour connaître les besoins et attentes de vos prospects et clients et leur fournir les informations nécessaires pour leur donner envie d'acheter votre produit ou votre service. En sachant que leur motivation d'achat est le gain de temps, vous vous concentrerez sur la rédaction de posts sur ce sujet en particulier. Vous êtes une entreprise qui déménage et qui a identifié que le stress des préparatifs inquiète ses clients. Donnez des conseils sur l'organisation avant le déménagement, expliquez comment vous procédez pour les rassurer. Le CRM est donc un outil central pour les entreprises qui leur permet de gérer le dialogue entre différents services qui tournent autour de la relation client. Il a également la fonction de pouvoir vous apporter des informations précieuses sur les attentes de vos prospects dans le but d'axer votre communication sur ces points et de faire de vous, à leurs yeux, la référence dans votre activité. Merci beaucoup Étienne pour cette chronique qui, je pense, a intéressé tous nos intervenants. Merci Étienne. Alors je vais redonner la parole à Christophe Muniesa. Donc Christophe, vous avez évoqué la Ryder Cup, juste quelques mots avant d'aborder un autre sujet. Donc il s'est déroulé en France. Oui, c'était en 2018. C'est ça. Un événement majeur.
puisque c'est mondial. Oui, c'est l'événement, on va dire, le plus populaire du golf mondial et qui a réuni sur notre territoire plus de 270 000 spectateurs sur un petit peu moins d'une semaine. C'est un événement qui dure 5 jours. C'est ça, et qui globalise plus d'1 milliard de téléspectateurs. Oui, c'est assez phénoménal la puissance médiatique de cet événement. Puisqu'il oppose deux équipes des deux continents européens et américains de 12 joueurs, mais le golf est un sport qui est retransmis, pour ainsi dire, tous les pays du monde, puisque, je l'évoquais tout à l'heure, il y a une pratique qui est totalement universelle de ce sport, et donc il y a plus d'1 milliard de foyers touchés, touchés mais de manière positive, oui. par la retransmission de cet événement. Est-ce qu'il a fallu batailler pour que la France soit retenue pour cette compétition? Et oui, on était en concurrence dans un processus d'appel d'offres qui s'est déroulé en 2008 pour organiser l'événement en 2018. On a connu le pays élu en 2011. C'est le European Tour, le circuit professionnel européen qui est détenteur des droits. Et on a fait un match serré contre nos meilleurs ennemis européens. Les Espagnols, les Portugais, les Allemands, les Néerlandais également et les Suédois. Et une fois n'est pas coutume, là, la France est sortie vainqueur de ce match. Ah oui, bah écoutez, vous avez dû être heureux quand c'était fantastique. J'imagine que vous aviez des atouts quand même pour... Oui, alors d'abord le site en tant que tel, le Golf National, qui est le parcours de la Fédération française de golf, comme Roland Garros par exemple pour le tennis. Et puis... la proximité de Paris, de Versailles, la mobilisation des pouvoirs publics, que ce soit l'État, la région, le département des Yvelines, Saint-Quentin en Yvelines, on a tous fait cause commune, et puis des partenaires privés aussi nombreux qui nous ont accompagnés pour préparer l'événement. Oui, et d'ailleurs il y a eu, je pense qu'ils ne l'ont pas regretté, puisqu'il y a eu 200 millions de retombées économiques, c'est ça? Oui, ça a été assez phénoménal. C'est vraiment un événement extrêmement massif en termes d'impact, que ce soit économique, populaire, médiatique. Et on a eu assez de chance d'avoir une semaine bénie des dieux en termes de climat. C'est vrai. Pas de difficultés particulières. C'était avant... notamment les problèmes de grève dans les transports, ce genre de choses. Donc on n'a pas du tout été impacté négativement. Les planètes étaient alignées. Voilà, et non, ça a été un véritable succès, c'était particulièrement enthousiasmant. Merci Christophe. Alors vous vouliez intervenir sur l'aspect golf et environnement, donc une interaction parmi les plus fortes de toutes les disciplines sportives, puisque on joue dans la nature finalement, et on est, selon moi, dans un véritable écosystème, c'est ça ? Oui, ce qui est frappant quand on parle de golf, encore une fois, en France, si on le compare à la perception de cette activité dans les pays anglo-saxons, on peut avoir le réflexe en France de considérer que le golf donc, est réservé à un très faible nombre de personnes, qu'il pollue parce qu'il utilise des produits phytosanitaires, qu'il utilise également beaucoup d'eau, et en ce sens qu'il ne trouve pas sa place dans la société du XXIe siècle. Et il faut lutter au quotidien contre les idées reçues, et grâce notamment aux actions, aux partenariats qu'on a pu développer avec les partenaires publics, et y compris le Muséum national d'histoire naturelle, on a réussi à démontrer combien le golf comportait un grand nombre d'aspects vertueux, véritable poumon vert, lutte contre l'urbanisation à outrance, réservoir de biodiversité, bienfait pour la santé physique, mentale aussi des gens qui le pratiquent. Je l'évoquais tout à l'heure, près d'1 million de personnes qui jouent au golf en France régulièrement. Et puis des golfs qui se sont inscrits depuis le début des années 2000 dans une logique tout à fait vertueuse de réduction d'utilisation de la ressource en eau, également des produits phytosanitaires. Donc tout ça se fait aussi dans le contexte de l'évolution de la loi Labbé qui encadre plus particulièrement l'utilisation des produits phyto. Donc on utilise moins d'eau, moins de phyto, et on continue évidemment de mettre en avant les vertus de l'activité golf. Pour prendre un exemple sur l'eau et la perception qu'on peut avoir d'un sport qui utilise beaucoup d'eau. Alors oui, on utilise de l'eau sur les golfs, mais si on le compare à d'autres sports, je parlerai sans doute du sport le plus populaire en France, avec toute l'amitié qu'on a pour nos amis du football. Mais un équipement, un stade de foot, c'est de l'ordre en moyenne de 5000 mètres cubes d'eau par an. Un golf, c'est 25 000 mètres cubes. Alors vous allez me dire, c'est plus. Vous aurez raison, c'est 5 fois plus.
Mais il y a 23 000 équipements de foot, 23 000 stades, alors qu'il n'y a que 700 parcours de 18 trous et 700 parcours au global et 400 uniquement de 18 trous. Donc en volume, c'est nettement plus faible. Et souvent, les golfs ont une réserve naturelle d'eau. Donc oui, il faut le souligner aussi. Il y a plus de 90% des golfs qui utilisent les eaux de ruissellement, qui stockent, qui utilisent aussi des eaux qui sont impropres à la consommation parce qu'elles sont issues du traitement des eaux usées. Et en ce sens, les golfs ont évidemment bien compris l'intérêt qu'ils avaient à s'inscrire dans ce type de démarche pour continuer de faire fonctionner leur exploitation, sachant que évidemment quand il y a des périodes de sécheresse, on réduit de manière extrêmement drastique l'utilisation des parcours. Les golfs ne sont pas forcément arrosés. Oui. Donc il y a une charte sur l'eau qui a été signée avec le ministère de l'Environnement et des Sports. Oui, le ministère de l'Environnement, des Sports et également de l'Agriculture, une charte des accords cadres, c'est le terme technique, qui réunissent donc ces trois ministères. La Fédération française de golf et aussi les sports de gazon, donc je parlais du football tout à l'heure, mais je pense aussi au rugby ou encore au sport équestre. Très bien. Merci beaucoup Christophe, je crois que c'était important de parler de cet aspect justement transition écologique qui s'inscrit aussi avec le golf. Alors je reviens à Paul Nathan. Paul Nathan, vous avez parlé tout à l'heure de la comment la réforme. Non, c'est parce que j'ai réforme en tête, donc vous voyez comme en quoi on est conditionné. C'est l'actualité. Absolument. Non, de la réforme de la formation. Est-ce qu'elle vous satisfait cette réforme? Je pense que les phases de transition sont toujours un peu compliquées et ça flotte toujours un petit peu parce qu'on a changé beaucoup de paramètres. Les organismes collecteurs qui s'appelaient OPCA sont devenus des opérateurs de compétences. Oui. Ils se sont regroupés. Donc il y a eu beaucoup de choses qui ont été changées. J'en profite pour signaler à nos auditeurs que en 2015, le DIF, le droit individuel à la formation, est devenu le CPF. Et donc, il y a des heures qui ont dû être basculées de DIF en CPF. Si elles ne sont pas faites, si cette bascule n'est pas faite avant le 31/12/2020, les heures de DIF vont être perdues. Donc, c'est des heures de formation qui vont passer à la poubelle. Donc, c'est dommage. Et depuis, toujours dans le cadre des grands mouvements, depuis fin novembre, il y a une application qui a été mise en place pour aider, qui est mon compte formation, oui. Qui aide les personnes à trouver les formations qui leur conviennent. Et donc là, on a amélioré les choses parce que ce site est vraiment convivial, c'est la Caisse des dépôts qui le gère. Et quand on regarde au bout de... Donc ça s'est mis en place courant novembre. Quand on regarde à fin février où on en est, on voit qu'il y a quelques formations qui sont phares qui ressortent. Alors, permis de conduire, oui. En incluant tout ce qui est permis de poids lourd, etc., tous les CACES et autres. Après, c'est les bilans de compétences. Oui. Après, et ça, moi, ça m'a surpris, c'est la création et la reprise d'entreprise qui arrive en 3e position. Donc là, je pense qu'on a une carte à jouer en tant qu'IFCP, on a un savoir-faire. Et puis après, en 4e position, les langues. Et en 5e position, tout ce qui est bureautique. Donc on voit bien que la mayonnaise est en train de prendre. C'est un peu plus long que ce qu'on prévoyait. Et donc, mais ça offre de belles perspectives. Voilà. Très bien. Merci. Comment fait-on pour vous joindre, Paul Nathan, si des auditeurs nous entendent et qu'ils veulent aller dans votre institut? Alors, si c'est de la formation continue, eh bien, et dans le cadre du CPF, ben à ce moment-là, il faut passer par ce site et nous trouver en tapant, il est très convivial, donc c'est facile, 95, on cherche Saint-Ouen-l'Aumône, on cherche IFCP, on nous trouve, et dans le catalogue des formations qu'on a rentré sur le site, ils peuvent choisir, ça va se faire tout seul. Autrement, si c'est dans le cadre du plan de formation ou pour l'alternance, simplement soit en nous appelant, soit en allant sur notre site, soit en nous envoyant un mail via contact@ifcp.fr et après on s'occupe de tout.
Très bien, merci beaucoup Paul Nathan. Je sais que vous vouliez aborder le handicap, mais vous reviendrez parce que l'heure tourne et puis voilà, on ne va pas avoir le temps d'en Oui, j'aimerais parler. bien. J'ai des choses à dire aussi. Eh bien, vous reviendrez, j'en serais ravie. Le handicap aussi. Donc, je voudrais redonner la parole à Frédéric Anfray parce que vous aussi, vous dispensez des formations qui enseignent aux entreprises et à leurs salariés les différentes procédures d'évacuation en cas de départ de feu et de maniement des extincteurs, c'est ça? Oui, il y a plusieurs choses. D'une part, on a en moyenne à peu près 5 à 6% de l'effectif qui est en alternance, dont une partie avec Paul, aussi bien sur des métiers techniques, je dirais, de terrain, bâtiment, que sur des métiers de bureau. Oui. Ça, c'est une chose. Après, Madicom est devenu organisme pour faire passer les examens d'un CQP, certificat de qualification professionnelle du désenfumage naturel. Et on a été sélectionné par la Fédération française du bâtiment via son entité, le GIMSI. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Et il y a beaucoup de besoins dans nos métiers sur le terrain. Et ce sont des métiers qu'on peut apprendre assez facilement et progresser en partant de zéro. Donc ça, il y a de vrais besoins dans nos métiers. Et puis troisièmement, on a Laurent Pillard, que vous devez connaître et qui je pense est venu un certain nombre de fois ici, qui nous a sollicité. Il a des organismes de formation métiers particuliers et il nous a sollicité pour faire quelque chose en commun sur les métiers de la sécurité incendie. Donc on a créé une société Auxil qui, elle, est dédiée à toutes les obligations professionnelles, puisque une entreprise doit s'assurer que son personnel sait manier les extincteurs, sait évacuer. Voilà, donc tout ça est formel et tout ça doit être fait tous les ans. Donc on a aussi cet axe-là sur la formation. Dernier point sur la formation, venant de l'expertise comptable, on a des obligations annuelles de formation avec des quotas d'heures. Donc bien avant les obligations qui sont arrivées dans nos métiers, on était habitué à ce que tous les collaborateurs passent en formation. Et je pense que c'est quelque chose aussi qu'on fait de plus en plus dans nos sociétés parce qu'en ce qui nous concerne, on est habitué. Voilà. Alors, si on veut vous contacter également, Frédéric Anfray. Sur mon email, frédéric.anfray@afay.fr, et sans ça les sociétés, en fonction des besoins, Madicom, SPEM pour les OAGP, ONI pour les activités de pause et de maintenance, et Saint-Ouen-l'Aumône pour Madicom. Merci beaucoup Frédéric Anfray. Merci à vous. Je m'adresse maintenant à Stéphane Callon. Alors Stéphane, vous... j'aimerais que vous nous disiez quelques mots sur votre fonction de président du Club des entreprises Valparisis. Vous êtes président depuis quelle année? C'est une bonne question. Ah, vous ne savez plus? Non, je ne sais plus. Je viens d'être élu pour mon 8e mandat. D'accord. Donc à peu de choses près, c'est ça. Oui, 2012 donc à peu près. Très bien. Et donc, qu'est-ce qui vous a intéressé dans le fait de rejoindre ce réseau, puisque c'est un réseau en fait? Oui, c'est ça. Alors c'est un réseau de chefs d'entreprise, mais qui n'a pas pour vocation d'y faire du business, en tout cas pas en premier jet. Oui. Et j'ai une anecdote moi qui m'a marqué, c'est quand j'ai commencé, je travaillais tout seul dans ma chambre, j'avais pas d'employé, et le premier président, je vais à une réunion, 2 réunions, 3 réunions, je discute avec des gens, mais je reste un peu dans mon coin, le temps de faire des liens, et l'ancien président un jour m'accueille chez lui dans ses locaux. Il faut savoir qu'à l'époque, il avait l'équivalent de 2500 emplois en équivalent temps plein. Et il me tend la main, il me regarde avec un grand sourire, et il me dit « Bonjour Stéphane, comment tu vas ?» Et moi, je travaillais dans ma chambre, je me sentais un peu gêné, terriblement bien accueilli. Et en fait, entre-temps, j'ai grandi, maintenant on est 8 personnes, et je continue à pérenniser cet esprit-là d'accueil, parce que c'est très difficile d'aller dans un endroit où on ne connaît personne et où on n'est pas accueilli. Absolument, même si on connaît à côté de cet endroit des dizaines et des dizaines de personnes. Donc le premier mot, c'est vraiment accueil, bienveillance, et puis après l'échange. Si on vient pour soi, oui, c'est pas le but. C'est pas l'idée. Par contre, si on vient pour échanger avec les autres, s'intéresser, y gagner énormément dans ces échanges, là on y est vraiment gagnant. Il y a beaucoup de conseils et même d'affaires qui s'y passent avec ce premier angle d'approche. Et je crois qu'il faut être parrainé pour entrer dans ce... Non, moi je pensais qu'il fallait... On est vraiment très 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 ouvert. D'accord. L'accès est ouvert à tous. La seule chose que l'on demande, c'est qu'on ait une association avec une cotisation qui est faible. Oui. Donc simplement quelqu'un qui apprécie et qui revient, on lui demande de se mettre à jour de cotisation. C'est la seule chose. D'accord. Eh bien, écoutez, si des auditeurs veulent rejoindre ce réseau ou en tout cas veulent aussi travailler avec Agoraline, que faut-il faire?
Agoraline, une simple recherche sur Internet, et puis notre téléphone On est mail connecté. est largement accessible, et pour le club des entreprises Valparisie, même chose. Toutes les informations des prochaines rencontres sont sur le site, ou une petite prise de contact par téléphone ou par mail aussi, pour des renseignements dans un premier temps, sans aucun souci, avec plaisir. Eh bien, merci. Alors, notre émission se termine. Je vais demander quand même, parce que finalement, vous avez Michel Thomas, je vous demande quelques mots de conclusion. Oui, oui, j'ai été bien sage. Hein. Oui, très sage, vous auriez pu participer. Non, non, ils sont des spécialistes et des experts par rapport à ça. Bon, en conclusion, je voudrais dire que l'histoire de Roissy est jusqu'à une belle histoire et qu'on souhaiterait à un moment donné la continuer. Et je voudrais vraiment, pour conclure, citer Victor Hugo. Oui. Toute œuvre qui prend le passé pour racine a pour feuillage l'avenir. Très et je bien. crois que ça peut, à un C'est moment une belle- donné, bien symboliser l'action qu'on entend entreprendre à Roissy. Très bien. Bah, écoutez, merci à vous. Christophe, quelques mots de conclusion. On souhaite de nombreux golfeurs dans le Val d'Oise, un territoire richement doté en équipements golfiques. Oui, d'ailleurs, je voulais dire, vous nous avez donné le nombre de licenciés, mais en fait, il y a beaucoup plus de gens qui jouent au golf, mais qui ne sont pas forcément licenciés. Oui, à peu près le Hein? double. Alors ça. c'est un ratio assez courant en France, et pour les disciplines les plus populaires, ce ratio monte même parfois au triple. C'est le cas notamment du tennis, qui compte un petit peu moins d'1 million de licenciés et qui a près de 3 millions de pratiquants. Pour le golf, on peut retenir 400 000 licenciés, un peu plus de 800 000 pratiquants. Merci Christophe Mignesa. Frédéric Onfray, je donne la parole dans l'ordre de mes avis. Écoutez, on sera au salon Effervescence. Oui, c'est vrai. Vous allez nous rencontrer. Oui. Voilà. Après la citation, c'est difficile de trouver une chute aussi pertinente. Merci. Paul Nathan. Moi, je me suis posé une question pendant cette heure et demie. Est-ce qu'avec la carte verte au golf, est-ce que c'est éligible au CPF? Et donc, est-ce que ça pourrait être une formation entrant dans ce cadre-là? Ça me semble être une excellente idée à développer ensemble. Eh bien, je vous laisse vous voir après l'émission. Stéphane Callon. Bah, merci beaucoup pour cet échange et l'interview. Et nous aussi, on sera présents à Effervescence sous les deux casquettes pour le coup. Donc, ceux qui viendront nous visiter pour Très échanger bien. à ce moment-là. Merci à tous. Michel Thomas, que le meilleur gagne Merci. dans ces Merci élections. pour ces encouragements. Et puis à vous tous, je vous souhaite le meilleur pour votre activité. Demain, vous retrouverez Florence à 9h et moi, je vous retrouve vendredi pour un nouveau bar de l'économie. D'ici là, portez-vous bien. Alors, Merci. Merci. maintenant, je vous en prie. Merci de votre accueil. C'est sympa. C'est décontracté. Exactement.